Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur La Bulle, un format de podcast de Télé-Sorbonne animé par Nils, Pierre et Marie. Aujourd'hui, le sujet du jour est la reproduction des élites. Est-ce que Nils, tu pourrais peut-être te présenter un petit peu ? Bien sûr. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Nils, j'ai 21 ans, je suis à la Sorbonne en philo, et c'est ma toute première fois en podcast, et aujourd'hui j'ai hâte de parler avec vous des élites. Super, et toi Pierre ? Salut, donc moi c'est Pierre, je suis en LEMA à la Sorbonne, lettres édition média audiovisuelle, et voilà, je suis très heureux d'être là. Mais écoute, super, et moi je m'appelle Marie, j'ai 19 ans et je suis à P4 en langue. Et je suis ravie de faire ce petit podcast aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on peut commencer déjà par définir le terme, comme tous les profs nous le demandent pour un sujet. Alors, dans le dictionnaire Larousse, on trouve cette définition des élites qui est un groupe minoritaire de personnes ayant, dans une société, une place éminente due à certaines qualités valorisées socialement. Élite intellectuelle, le poids social des élites. Ok, super. Mais du coup, c'est un petit peu vaste quand même comme définition. Peut-être qu'on pourrait avoir nos propres avis dessus, parce que c'est très subjectif quand même cette notion. Moi, j'ai pas de définition précise de ça. Mais je dirais pour moi, c'est une élite, c'est un petit groupe auquel on pourrait potentiellement s'identifier, mais qui se trouverait peut-être comme sur un petit piédestal dans la société et qui se différencierait par une caractéristique, que ce soit l'argent, que ce soit la notoriété ou autre. Et ouais, pour moi, c'est tout ce que c'est une élite. C'est vrai que, pour reprendre les mots de Marie, c'est que c'est assez vaste. Effectivement, ma vision de l'élite, c'est dans l'idée que une certaine catégorie puisse arriver parce qu'elle est éduquée de cette manière. Ah, donc toi, c'est directement lié à l'éducation. C'est ça. Ok. Et toi, Pierre ? Mais en fait, pour définir, moi j'aime bien retourner un peu à l'étymologie. Et en latin, ce qui est marrant, c'est que élite, ça vient d'éligere, qui veut dire choisir. Donc choisir, trier, élire. Et on peut du coup s'amuser à dire que l'élite, c'est plutôt le parti le plus digne et le meilleur parti à choisir. Comme c'est le plus digne d'être choisi, c'est le plus haut groupe de personnes dans la hiérarchie sociale, dans l'ordre social établi par la société. Ok. Donc par exemple, ça pourrait se discerner, je sais pas, par l'argent. Le critère, on retrouve tout le temps le critère économique, après le critère social, le critère de l'éducation forcément, et le critère politique quand même. T'as parlé d'éducation. Tu le prends dans quel sens, toi ? Je pense dans le sens où, en fin de compte, par exemple, si on prend l'exemple de l'école, il y a des populations qui vont avoir tendance à aller dans des écoles qui sont assez déjà coûteuses, qui sont assez coûteuses. Mais ça, c'est dans le sub, par exemple. Même dans le supérieur, mais même avant, en fait. Même en primaire, au lycée. Ah ouais, avec le secteur privé. C'est ça, avec le secteur privé, effectivement. Et qui ont en fait une certaine aide, parce qu'ils sont moins. Par exemple, il y a des lycées où on est 1000, et c'est public, et vraiment, on n'a pas d'aide. On est 30-40 par classe, et des lycées privés où ils sont 15-20. Après, il y a quand même énormément d'écoles, que ce soit genre collège, lycée, supérieur ou autre, qui ont le même nombre, le même effectif que des lycées publics, mais c'est juste qu'ils sont payants. La seule différence, c'est que quelqu'un paye et l'autre qui paye pas, quoi. Mais c'est le même programme et finalement les mêmes résultats. Donc, En vrai, pour rester sur l'école, je vais quand même citer l'article parce qu'on est des gentils. Dans l'article de Anne Jourdain et Sidonie Nolin, publié dans Idées économiques et sociales en 2011, numéro 166, et dans l'article qui s'appelle Héritage et transmission dans la sociologie de Pierre Bourdieu, donc il montre bien quand même que l'idée de la sociologie de Bourdieu, c'est de dire que l'héritage est passé d'un héritage donc économique et censitaire généralement, qui passait aussi par une politique du mariage, quand même l'acte de donner la femme de l'autorité d'un père à l'autorité d'un mari. Et ensuite vient l'école, obligatoire, gratuite pour tous. Et Bourdieu montre bien que la stratégie de l'école, c'est que déjà il y a une langue scolaire, c'est-à-dire que cette langue scolaire, c'est une langue qui est plus proche de la langue des élites que de la langue du prolétaire. Et donc le prolétaire qui veut grimper cette échelle sociale par l'école et qui veut devenir une élite a besoin finalement de s'accrocher à une certaine langue scolaire qu'il n'a pas de base. Finalement, l'école, c'est plutôt la façon, c'est même presque une façon de conserver
l'ordre social et de conserver les élites. Moi, je suis un peu d'accord avec ça aussi, parce que c'est plus par rapport à mon vécu, ce que je vais dire. Mais en soi, je viens d'un lycée en banlieue parisienne qui a une certaine notoriété dans le supérieur et même au niveau des lycées. Et on m'a baratiné pendant 3 ans on fait partie de la future élite française, etc. Et par exemple, moi j'avais entendu un peu des propos choquants, je vais bien sûr pas citer le lycée, hein, mais des propos comme la fac, on s'en débrouille pas, et la fac, faut pas y aller parce que ça ne te promet rien dans la vie. Et ça ne te permet pas un bon diplôme. Et par exemple, quand on était arrivé en terminale, le choix de où on va aller dans le supérieur, j'étais l'une des rares à demander une fac, déjà pour commencer, d'autant plus une fac de lettres, alors que j'étais en bac S à l'époque. Et on me baratinait avec l'idée, il faut aller en prépa, que ce soit ECS, que ce soit MPSI, PCSI, etc. Et il n'y avait pas cette idée d'aller en littéraire. Donc pour moi, il y avait cette grosse différence, déjà par les matières qu'il y a au lycée, où les sciences sont tellement primées pour pas faire partie d'une certaine élite, même pas sociale, parce que c'est vraiment purement au niveau des métiers, donc des trucs d'ingé ou autres. On m'a tellement baratiné avec ça que déjà j'ai eu un dégoût, mais ensuite on rentrait au lycée à 15 ans et on partait déjà du principe que il y avait des différences au niveau de l'éducation, au niveau de ce que t'apprenais, qui ferait la différence plus tard. Si tu veux, genre la création de l'élite, elle serait déjà là quand t'as 15 ans. Mais moi je trouve ça assez drôle, parce que, pas assez drôle, c'est pas le mot, mais je trouve ça pertinent parce que moi c'est tout le contraire. C'est-à-dire que moi je viens d'un endroit où effectivement on prime la fac, c'est-à-dire que on nous dit, alors les prépas effectivement on est d'accord que on nous dit que les prépas sont super bien et que ça peut déboucher à des grandes écoles, mais que on parle plus souvent de la faculté parce que c'est beaucoup plus accessible pour nous, parce qu'on n'a pas le niveau. Et moi c'est ce que j'ai ressenti durant tout mon lycée, et je trouve ça vraiment dommage. Et je vais prendre aussi l'exemple d'une amie qui a été pris grâce à une aide de l'école en particulier, qui était une grande école préparatoire pour des grandes écoles littéraires et économiques, qui l'ont pris gratuitement parce que c'était social, parce qu'ils voulaient avoir une belle image. Elle a tenu 3 mois parce que tout le monde, en fait, il y avait une sorte de discrimination parce qu'elle ne venait pas du même milieu. Et c'est-à-dire du même milieu social. Ah, mais c'est des écoles, il y a énormément de prépas, de grandes prépas, même à Paris, surtout à Paris, qui cassent les élèves littéralement et qui les formatent. Après, moi j'étais en prépa. La prépa, c'est... alors oui, on nous formate beaucoup une façon de penser, une façon de travailler, et oui, c'est effectivement très dur, mais c'est aussi je pense vraiment qu'il y a une certaine idée de... oui, on nous pense peut-être élite, mais en même temps, moi j'ai toujours eu des profs qui disaient que la fac c'était très bien. Par exemple, mon professeur d'histoire, qui est quelqu'un de brillant, venait de la fac. Les facs en général sont des bonnes écoles. Clairement, tu finis ta fac, tu as ton diplôme et tout va bien. Mais ouais, mais il y a comme un microcosme dans les études qui existe et qui est hyper choquant, parce que tu vois, par exemple, quand je suis sortie du lycée, et j'ai des amis qui sont encore dedans en ce moment, qui sont dans des prépas scientifiques, et pour ceux qui s'y connaissent pas trop, il y a les grandes écoles qui ont des quotas littéralement de différentes prépas. Par exemple, je vais citer Henri IV. Il va avoir un nombre de places précis pour Polytechnique, et tu sais qu'il va y avoir, imaginons, 10 élèves par an qui vont partir à Polytechnique depuis Henri IV. Et c'est comme ça. Et il y a des prépas comme ça qui n'ont pas de quota, et qui juste, ça va être sur le niveau, et ensuite le classement. Donc c'est-à-dire que, si tu veux, déjà si t'es dans un certain lycée, par exemple si tu fais le lycée Henri IV, et que t'arrives à être pris dans la prépa, t'es déjà avantagé, parce que tu as ta place dans certaines grandes écoles. Parce que tu as fait la lignée. Et généralement, c'est les prépas parisiennes. Ah oui, totalement. Parce que quasiment toutes les prépas de province ne le sont pas. Ah oui, non mais honnêtement, il y a faut le préciser aussi, il y a énormément de prépas sur Paris, en région parisienne, qui sont des écoles tout à fait normales. Hein. Les prépas ne sont pas tout à fait l'enfer de la manière dont on les décrit, mais... oui, il y a vraiment un microcosme au niveau de l'éducation qui formate dès l'enfance. En fait, je vais revenir aussi sur les prépas, mais sur un autre côté, qui est dans les préparations audiovisuelles, de là où je viens.
L'année dernière, j'ai fait une formation d'1 an qui est une sorte de préparatoire dans le métier des techniciens du visuel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette année-là, il y a du coup des débouchés d'études qui sont souvent dans les BTS. Et c'est une entreprise qui ensuite fait des BTS. Et par exemple, pour prendre un exemple, les BTS montage, il y a 12 places nationalement pour ce BTS-là. Et il y a 8 personnes qui étaient dans la classe préparatoire qui sont allées dans le BTS. Et en fin de compte, il y a un système, on va dire oui, de liens, de relations qui est créé entre les classes préparatoires et les écoles. Et c'est vrai que c'est compliqué de rentrer dans un BTS sans avoir aucun lien avec l'entreprise ou l'école qui forme. Mais après, tu vois, genre par exemple, on a cité vachement la région parisienne et la province, vraiment, on dirait qu'il y a que ces deux mondes en France, alors que pas du tout. Il y a quand même vachement une division géographique. Hein. C'est aussi parce qu'il y a une très grosse centralisation en France qui s'est faite autour de Paris, et ça depuis la création véritablement de la France à partir du XIIIe siècle. Et à partir du moment où le roi décide de récupérer son royaume parce qu'ils sent un peu la douille avec notamment les Normands qui commençaient à être en même temps duc de Normandie et en même temps roi d'Angleterre, le roi se dit bon écoutez on va tout centraliser. Et donc tout est centralisé à Paris parce que déjà il y a eu une peur du roi, et à la Révolution, il y a les Jacobins contre les Girondins, et le jacobinisme français, c'est quand même un état fort. C'est par exemple à partir de cette époque-là qu'on va commencer à parler de la France est une et indivisible. Et donc forcément, tout est centralisé à Paris parce que le pouvoir, tous les lieux de pouvoir doivent être au même endroit. Et forcément, cette centralisation entraîne une centralisation des cerveaux, entraîne une centralisation des élites, et autour de Paris. Et donc Paris a centralisé finalement, notamment toutes les activités du tertiaire. Ouais, après, il y a quand même vachement, il y a de plus en plus de villes en France, tu vois, genre par exemple, je cite Lille, avec la Cato, sûrement il y en a plein qui connaissent. La Cato a un grand rayonnement au niveau de l'Europe, par exemple, et c'est plus que certaines facs à Paris. Et honnêtement, tu fais tes études à Paris, tu t'en entends pas forcément parler, mais tu fais un minimum de recherche et tu te rends compte que oui, il y a des bons trucs qui te permettent de justement aller travailler plus loin que la France, etc. Et qui te forment mieux que ce qu'on pense de l'élite parisienne et du microcosme que c'est. Mais après, ça reste dans une histoire de France. Ouais, non mais ça reste inscrit, mais c'est en train de changer un petit peu. Ça change avec tout ce qui est télétravail, etc. Mais il y a quand même cette idée de... le pouvoir a très peur de la décentralisation. Et donc, comme la décentralisation fait très peur, les élites restent de toute façon sur les grandes entreprises. Il y en a quand même très très peu qui se délocalisent de Paris. Après, il y a quand même des spécialisations, tu vois, genre par exemple Clermont-Ferrand et l'aviation, tu vois, il y a Grenoble et quand même pas mal d'ingés là-bas. À Aix-en-Provence, ils ont une très très bonne fac aussi, et dans plein de villes différentes. Donc, en vrai, il y a forcément un élitisme à Paris, mais qui n'empêche absolument pas, il y a un bon niveau et une réussite plus tard partout en France, tu vois. Pour revenir effectivement sur la chance d'être pris dans des grandes écoles, dans les facultés, dans les secteurs, dans la campagne, c'est quand même assez compliqué parce que tout est loin. Vraiment, tout est loin. J'ai un ami qui est en Bourgogne qui a fait un parcours scolaire assez on va dire classique, qui a fait lycée dans le commerce et dans ma spécialisation en commerce. Et ce qui se passe, c'est que il allait sur Parcoursup, la nouvelle plateforme, et il a coché tous les BTS, les facultés, et personne n'a pris. Alors que c'est pas un élève qui était en dessous de la moyenne, il avait droit à une chance et il l'a pas eu en fait. Après, je tiens à préciser que Parcoursup, ce sont des algorithmes, il faut pas l'oublier, et qu'il peut y avoir des problèmes dans les algorithmes. Et on l'a bien vu, je pense tous, alors qu'on a vu on a sûrement dû être entouré de très bons élèves, de gens brillants, qui ont été pris nulle part. Donc voilà, il faut juste préciser que Parcoursup, c'est fucked up un petit peu quand même. Alors aussi, Parcoursup, il y a aussi quand même cette idée de zone géographique. Et donc, si on est dans la zone géographique de la fac, on a beaucoup plus de chances par l'algorithme d'être pris. Par exemple, moi, j'étais vraiment premier de ma classe. Le truc tout con, tu vois, mais du coup, j'avais demandé des trucs un peu vraiment partout en France. Et là où j'ai été pris, c'était Bretagne, Normandie et Paris.
C'est-à-dire que c'est des endroits qui sont à moins de 200 km de chez moi. Et tout le reste, on m'a dit, j'ai eu des noms directement, ou alors j'étais en liste d'attente, mais impossible d'être pris. Parce que pour Parcoursup, c'était t'es trop loin, Coco, reste dans ta campagne et puis c'est tout. Après, il y a aussi vachement. Enfin, tu vois, il y a aussi une division qui est monétaire, on va dire. Parce qu'imaginons que même s'il y a énormément d'aides en France, même pour les étudiants boursiers ou autres, quand tu arrives à Paris et que tu viens d'une famille moyenne, tu vois, qui vit bien, etc., mais qui ne touche pas de bourse, c'est très compliqué de vivre à Paris. Tu vis dans une cage à rats, c'est terrible. Donc tu arrives, tu dois payer un loyer de 1200 pour 9 mètres carrés, et tu n'es même pas sûr d'avoir ton... Oui, bon, j'exagère un petit peu peut-être. Un petit peu. 2000 € le 9 mètres carrés. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même... tu vois, même au niveau de la division géographique, il y a un critère qui est monétaire. Donc même si tu as ton école, tu peux déjà te dire en avance, oui, je sais que je pourrais aller étudier là-bas ou pas. C'est un peu comme le principe des Erasmus, tu vois. Genre, tu sais très bien qu'il y a certaines destinations ou certaines villes dans lesquelles tu ne peux pas aller parce que ça ne correspond pas à ton argent. Même s'il y a des aides, etc. Et même s'il y a des résidences universitaires. On en revient vraiment à la définition de Marx de classe sociale. Les œuvres économie 2, c'est vraiment la classe sociale se constitue selon une identité de revenus et les sources de revenus. Donc voici les 3 grands groupes sociaux, les travailleurs salariés, le capitalisme, enfin les capitalistes et les propriétaires fonciers. Et donc et là-dedans, il met les travailleurs salariés, c'est le prolétaire, le propriétaire foncier, c'est celui qui possède le tout, et le capitaliste, c'est celui qui est entre deux, c'est-à-dire qui en même temps travaille, mais en même temps joue un peu avec son argent, et a suffisamment d'argent pour pouvoir investir. Et forcément, ta classe sociale et en même temps ton capital économique te force, finalement, formate un peu la façon dont en plus tu peux rendre l'accès possible à l'éducation de tes enfants. Donc est-ce que toi tu penses du coup que, imaginons que tu es né dans une famille moyenne, t'es, on va dire, contraint de rester dans ce train de vie de vie moyenne, où tu peux t'en sortir. Ou imaginons même une famille qui est un peu plus pauvre, est-ce qu'elle va être contrainte de vivre toujours et d'avoir ce cycle de pauvreté? Je vais juste citer un truc que j'avais vu dans le métro à Paris. Il y en a sûrement qui l'ont vu, des affiches avec un enfant dessus et avec un post-it collé pauvre, tu vois. Et en fait, je crois qu'il fallait entre 4 et 7 générations pour sortir vraiment de la pauvreté et avoir une autre classe sociale, on va dire. Donc c'est quand même... l'école de la République, elle donne la chance à tout le monde, mais pas trop quand même, tu vois. L'égalité des chances existe, oui, bien sûr. Si tu as la possibilité de ne pas avoir à travailler à côté, si tu as la possibilité de, par exemple, des enfants qui rentrent chez eux et qui voient leurs parents incapables de faire à manger, qui voient leurs parents, ou leurs parents ne sont tout simplement pas là parce qu'ils doivent cumuler 3-4 jobs parce que c'est compliqué de finir les fins de mois sinon, et même si on habite dans une campagne. Et en plus, quand on habite en campagne, on a ce critère géographique de « Ah, mais en fait, je dois prendre la voiture pour faire absolument tous les déplacements, je n'ai pas de transport en commun. » Moi, j'ai grandi dans l'Orne, pour aller dans la ville la plus proche qui était à une demi-heure, il y avait 3 bus le matin pour y aller, et il y avait 4 bus de retour à midi, et ensuite il fallait attendre 16h, 17h et 18h. Et encore, moi j'étais bien desservi comparé à la plupart des destinations. Ouais, il y en a où il n'y a pas de bus carrément, il n'y a rien. Et donc très, très franchement, oui, on peut, si on travaille beaucoup... on peut forcément sortir de sa classe sociale, et on peut en même temps essayer de remonter les échelles par notre travail et la possibilité d'avoir un accès aux études. Mais comme tu l'as dit, il y a un critère quand même censitaire, puisqu'il faut pouvoir payer un appartement dans la ville où on va faire ses études, puisqu'il faut pouvoir faire ci ou faire ça, et même s'il existe des bourses, et que la France est quand même un pays avec énormément de bourses. Clairement, il y a énormément d'aides. La bourse, c'est quand même quelque chose d'assez qui peut être en plus retiré du jour au lendemain, parce que j'ai oublié de donner ce papier, et à 2 jours près, du coup j'ai plus le droit à ma bourse. Ouais, ou si tu gagnes 5 € de plus sur le revenu des parents, quoi. D'un coup on te change de classe, et donc tu perds 100 ou 200 € sur tes bourses pour 5 €. C'est comme là, il y a eu une petite parenthèse, hein, mais les repas boursiers, il y a eu des pétitions pour ça. Parce que pendant le confinement, tout le monde était à 1 €, maintenant c'est revenu à 3,30 € pour les non-boursiers. Ça reste un coût, tu vois, genre 2,30 € de différence est un coût pour les étudiants. C'est énorme, tu vois, donc forcément... Ouais, c'est compréhensible que la division géographique et monétaire, elle crée une certaine élite. Mais du coup, est-ce que ça a une connotation aussi positive de conserver ces élites, on va dire? Parce que finalement, tu apprends de tes parents, par exemple, une famille de médecins,
les enfants auront tendance à être médecins. Je dis pas, bien sûr, dans toutes les familles, c'est pas une généralité, c'est pas une loi, mais ça arrive très souvent que des parents exerçant une profession, je sais pas, d'ingénieur ou autre, voient leurs enfants devenir ce qu'ils sont, en fait, finalement. Est-ce que ça, c'est un côté positif ? Ou on est plus sur une vision pessimiste des choses En fin de compte, c'est positif sur le fait qu'effectivement, quand on vient d'une famille qui a un métier et qu'on fait le même métier, on garde déjà une tradition, on garde une manière de faire qui reste dans l'histoire. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très positif. Il faut juste que ce métier-là soit ouvert à tous, qu'on puisse prendre des apprentis qui viennent de partout du monde et que ça reste pas entre 3 familles qui se partagent un seul secteur et qui veulent pas ouvrir parce qu'elles ont peur de perdre du marché, elles ont peur de perdre de manière de faire. Je pense que il faudrait plutôt ouvrir le secteur à tout le monde, qu'effectivement qu'il y ait des manières de faire qui bougent pas parce que voilà, ça définit le métier, mais de quand même réussir à partager, voilà, c'est ça. Ça, on le voit en politique récemment. Il faudrait un petit peu un mouvement de jeunesse quand même. Parce qu'on a beaucoup de femmes et d'hommes âgés, surtout d'hommes, malheureusement encore trop, ou pas assez de femmes plutôt, qui nous représentent et qui décident un petit peu encore pour nous de cet avenir. Et on retrouve les mêmes élites. Ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve sur les bancs de l'Assemblée ou autres. Donc... finalement, c'est bien quelque part, parce que, ok, ils connaissent leur métier, ils connaissent les procédés, mais l'élite aussi, ça change avec la société et l'évolution. C'est-à-dire que la politique n'est pas un travail, c'est-à-dire que c'est une fonction. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ce n'est pas considéré comme un métier, être sénateur ou être président. Actuellement, tu m'apprends quelque chose. Ce n'est pas un métier, hein, c'est une fonction. Voilà. En soi, oui, effectivement, je suis extrêmement d'accord avec toi. Par exemple, pour le Sénat, il y a des gens qui ont 70, 80 ans, ils doivent partir, quoi. C'est-à-dire que je comprends qu'effectivement, la politique, c'est la sagesse, c'est effectivement comprendre ce qui se passe autour de nous, prendre des décisions pour le bien de tous, et qu'effectivement, l'expérience peut aider, et que quand on voit quelqu'un qui a 70, 80 piges, qui effectivement peut montrer l'expérience, ça peut rassurer pour certains, mais du coup ça empêche des nouveaux d'arriver, de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire, et je trouve ça bien dommage. Ouais, ça stagne. C'est ça. Oui, mais ça stagne, mais c'est en même temps une grande tradition du sage. C'est-à-dire que le sage en philosophie, on a dû t'en parler beaucoup, hein, c'est toujours cette vieille personne qui va venir et qui sait tout. Il y a une idée du sage en fait derrière qui est compliquée à bouger parce qu'elle nous vient quand même de Grèce antique et des débuts de la démocratie. Ouais, non mais d'accord, mais il y a quand même eu pas mal d'années entre la Grèce antique et nous, tu vois, il serait peut-être temps de changer. Parce que c'est bien qu'il y ait des sages qui nous conseillent, etc. C'est comme le principe de, je sais pas, de prof, tu vois, à l'école, il est là pour te conseiller parce qu'il a un petit peu plus de vécu, ou même tes parents qui te préviennent dans la vie, tu vois. Ou tes grands frères, ce que tu veux. Mais enfin, lorsque c'est les sages qui décident, il y a un problème, tu vois, le sage est là pour te conseiller. Il est peut-être là pour nous conseiller, mais quand tu dis il y a du temps depuis la Grèce antique, j'ai envie de faire peut-être un petit pas de côté et de parler un peu d'histoire, puisque en fait en Grèce antique il y a eu aussi toute cette idée au 5e siècle, avant Jésus-Christ notamment, de comment est-ce qu'on peut conserver un certain ordre social dans la cité et la rendre cohérente, parce que le monde des cités grecques c'est quand même une ville avec une campagne environnante et qui est un monde assez vaste, et ensuite il y a une autre cité. Et en même temps, il y a donc des citoyens, et c'est un ordre social vraiment très établi. Donc on peut notamment voir, il y a énormément d'informations sur l'ordre social dans un essai d'histoire sociale de la Grèce antique qui est du 7e au 2e siècle avant Jésus-Christ, il me semble, qui est écrite par Robineau. Et c'est passionnant puisque en fait au 5e siècle, il y a un peu à la fin du 6e siècle, il y a les réformes de Clisthène qui réduisent la citoyenneté, et ensuite au 5e siècle, Périclès arrive est l'un des 10 stratèges et réduit encore cette citoyenneté. Et donc cette citoyenneté, c'est quoi ? C'est être un homme, et Périclès réduit à être... Alors oui, il faut être un homme pour être citoyen qui habite dans la cité, mais en plus il faut être
fils de citoyen et fils d'une fille de citoyen. Et là, d'un coup, la cité se renferme sur un nombre précis de citoyens et une idée de génération en génération. Ce que tu es en train de dire aussi, c'est que du coup, les premiers citoyens, là, c'était la première élite. Ouais, Du coup. c'était la toute première élite, mais les citoyens ont toujours été considérés comme une élite. La femme, en Grèce antique, alors oui, effectivement, elle avait quelques pouvoirs, hein, elle était au gynécée, elle avait le droit de sortir, mais elle devait être voilée. Là encore, il y a tout un soubassement hein, d'une idée que la femme ne doit pas être montrée, elle ne doit pas sortir de chez elle, sinon... Ouais, c'était pas de son propre... C'est pas de der chef, quoi. La femme mariée devait être cachée de tout autre homme que de tout autre homme que son mari. Les hommes, eux, pouvaient avoir des concubines, c'est-à-dire une femme en plus que sa femme mariée, et ensuite il y avait une troisième catégorie de femmes qui sont les prostituées. Et donc forcément là, il y a encore une idée de catégorie sociale, et donc si on prend la hiérarchie sociale en Grèce antique, c'est le citoyen, donc l'élite, le métèque qui était un étranger qui payait ce qu'on appelait le métoïkon, donc une taxe en fait pour la cité. Ensuite il y avait l'étranger, les femmes, les enfants, et enfin les mendiants, qui sont donc les pauvres. Et si on prend une certaine hiérarchie sociale aujourd'hui, c'est les élites qui sont les 10% des plus riches, ensuite les personnes qui sont un peu plus embourgeoisées et qui payent leurs impôts dans une ville, ensuite ce sont, et généralement on va dire les hommes, les femmes, qui ont encore et malheureusement des droits inférieurs, ensuite les étrangers, les enfants, et les mendiants, les pauvres. Et c'est toujours... et finalement, ça n'a pas fondamentalement changé. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est très pessimiste un petit peu ce que tu es en train de dire. Je suis quelqu'un de très pessimiste. Bah oui, je vois ça. Ça veut dire que, tu vois, genre, la reproduction des élites, elle est un peu immuable à notre société et on pourra pas en sortir, quoi. Parce que si c'est si vieux, c'est bien qu'il y ait une certaine élite, par exemple, même dans un autre domaine qui est le cinéma ou les arts, tu vois, parce que c'est comme ça que t'enseignes tout un savoir, tu vois. Mais il y a un côté quand même qui est très fataliste là-dedans. C'est tu nais dans une catégorie sociale, tu nais tel que tu es, et on te dit tu dois y rester. En fait, finalement, il y a toujours des possibilités de mouvement dans les catégories sociales. On l'espère. C'est-à-dire que, voilà, il y a toujours ce qu'on appelle l'ascenseur social. Il existe probablement, mais il faut déjà avoir ce qu'on appelle un facteur chance, parce qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit. Il faut avoir des connaissances aussi. Il faut avoir les bonnes connaissances et apporter la bonne chose au bon moment, quoi. Donc, c'est-à-dire que, et Bourdieu en parle de ça, c'est vraiment son capital social, capital économique, le capital symbolique, c'est-à-dire un nom de famille qui va permettre de rayonner, et enfin le capital culturel. Et le capital culturel, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce que nos parents nous ont enseigné depuis notre plus jeune âge, et tout ce qu'ils ont pu nous donner en tant que livre. Mais du coup, tu essaies de dire quoi, là, sur l'élite ? Sur l'élite, qu'en fait, finalement, l'élite se reproduit déjà en elle-même, et ensuite, au sein de l'histoire, on peut considérer que l'élite, c'est assez compliqué, finalement, de dire que l'élite ne peut plus exister. L'élite est toujours là, puisqu'on a construit, finalement, toute notre société autour de cette certaine élite. C'est un peu, on retrouve ça dans les religions aussi, quand même. Hein. Cette idée que, il y a des dieux qui sont supérieurs aux hommes, et on les met sur un piédestal, et on est un peu... on est soumis à eux, quelque part, tu vois. On donne envie aussi de devenir l'élite. Oui, bien sûr, tu vois, on a envie de s'en rapprocher un maximum, même de l'image, tu vois. C'est cette espèce de carotte, en fait, que l'on tend et qu'on nous dit, mais regardez, vous pouvez devenir l'élite, on peut tous le devenir, regardez, c'est le... dans le cadre des religions, je vais pas faire de trucs très spécifiques là-dessus, tu vois, parce que c'est très très vaste, et dire que toutes les religions fonctionnent sur le même principe, ce serait dire n'importe quoi. Mais globalement, tu vois, genre, je sais pas, je prends n'importe quelle religion musulmane, c'est quand même d'essayer, vas-y, de s'élever, on va dire, pas au niveau de Dieu, bien sûr que non, mais de s'élever dans la société et de devenir quelqu'un de meilleur, tu vois. Donc il y a un côté qui est positif, tu vois, dans cette image de religion et d'élite. Niels n'est pas d'accord. Non, en fait, pour ma part, je différencie la religion et les autres critères qu'on a utilisés, l'économie, le social, des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est un travail qui est sur soi-même et qui pour moi, ne touche que soi-même. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'élite, on va dire, d'une nation, que tu pourras qualifier de je sais pas, d'économique, de politique, ce que tu veux. Et en fait, il y a
un sous-exemple, on va dire, comme Pierre a fait avec la Grèce antique, que oui, on peut retrouver ça dans les religions. Et les religions sont là depuis la nuit des temps. Donc, tu vois, genre, c'est quelque chose qui est un peu presque instinctif, malheureusement, tu vois. De mettre sur un piédestal, tu vois, une catégorie de gens qu'on discerne avec, ou d'une personne, bien sûr, qu'on discerne avec certains critères, qu'ils soient, je sais pas, juste parce que c'est quelque chose de céleste, qu'est-ce que c'est une croyance, ce que tu veux, tu vois. C'est pas forcément la religion. Et de dire, bah, eux, ils sont supérieurs, et on va essayer de s'en rapprocher un maximum, tu vois. Parce que finalement, quand tu regardes, je sais pas, Bill Gates, tu te dis, bah, c'est peut-être pas une élite dans le sens politique ou autre, mais tu te dis, ce mec, je sais pas, il a un bon train de vie quand même, il est tranquille, tu vois. Quand on présente Steve Jobs comme la personne qui a commencé dans son garage, et il était pauvre, il c'est buvait ce de l'eau de la pluie, c'était terrible. C'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est-à-dire c'est vraiment l'idée du rêve américain, finalement, que Oui. on peut tous partir de rien pour devenir quelqu'un qui réussit socialement. C'est ce qu'on retrouve dans le sport. C'est ce qu'on retrouve dans le sport, l'idée que effectivement tous les sports, les sports sociaux, les sports populaires, tout le monde déjà peut le pratiquer. Ah oui, je vois ce que tu Voilà, veux dire. ce que je veux dire, c'est par exemple les sports collectifs qu'on peut avoir avec le football. Ouais, dans la rue, par exemple, Dans t'es la petit, rue, deux cartables, ça fait Le Brésil. Ah, mais Juste, ouais. par exemple, le Ah, Brésil, dans les favelas, les lieux où, en fin de compte, On va même dans nos cours de récré, hein. voilà, partout, on peut jouer partout et réussir derrière à avoir un niveau assez élevé et être, par exemple, recruté par une équipe, par un club qui ensuite va nous mettre en pro, va créer un contrat pour être pro et ensuite s'élever et avoir comment dire, s'élever dans un niveau qui est excellent, donc l'excellence, et avoir une élite effectivement, mais on vient de partout. Et ça, par contre, effectivement, là, c'est pas, je n'appellerais pas ça une reproduction, parce que effectivement, on sait pas, il y a pas de critères en fin de compte. Ouais, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où dans le sport, la reproduction des élites, c'est très abstrait quand même. Parce que tu vois, moi je trouve que c'est l'un des domaines justement où tu peux retrouver un petit peu dans le cinéma, même si dans le cinéma il y a quand même vachement de pistons, tu vois. Genre tu connais les bonnes personnes, tu peux avancer plus vite. Mais dans le sport, si t'es pas talentueux, t'as beau avoir tous les contacts, à un moment ça va bloquer. Tu pourras pas mentir, je sais pas, sur un match de karaté, de judo, de ce que tu veux, tu peux pas faire semblant. Donc même si t'as envie d'avoir accès à cette élite et que t'as tous les contacts possibles, certes t'auras peut-être les bons coachs, les bons endroits d'entraînement, ce que tu veux, mais si t'as pas le talent et la fibre derrière, ça marchera pas. Donc en vrai, le sport, le milieu du sport en général, c'est l'un des milieux, on va dire, les plus égalitaires et les plus contre la reproduction des élites. Et dans lequel il faut aussi beaucoup de travail. Ouais. Alors, Oui, totalement. Par contre, c'est pas tous les sports. Ce que je veux pas, c'est qu'il y a des sports effectivement populaires comme le football qui peut être joué partout, parce qu'en fin de compte, le football, on a besoin d'une balle, de 2 sacs, et c'est bon, en fait, t'as une cage et tu fais un match en fait avec des gens. Par contre, si tu veux, par exemple, faire du sport, faire un sport comme le golf, l'équitation, là, faut ramener beaucoup plus d'argent. Il faut ramener le lieu, faut ramener les gens qui travaillent dessus. Il faut ramener les animaux pour l'équitation, Voilà. parce Oui, que aussi. les chevaux, c'est Faut pas, entretenir. c'est pas très simple. Là, par contre, c'est beaucoup plus complexe. Mais est-ce que ça, par exemple, je pose une question, parce que j'ai pas du tout vécu en province dans ma vie ni rien, mais est-ce que, par exemple, c'est moins cher en province, l'équitation ? Alors, l'équitation, moi je connais beaucoup d'amis qui en ont fait et qui ne sont pas non plus. Enfin, c'est de la classe moyenne finalement. Et oui, c'est pas ce qu'il y a de plus excessif, mais en même temps, après, moi j'étais vraiment dans le lieu de l'équitation. Donc je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Ah ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sports, même comme tu as dit, il y a aussi le patinage artistique. Pour ça demande aussi beaucoup de matos derrière. Rien que des patins, une bonne paire de patins, c'est 200 balles. C'est super cher, en plus de l'année de sport, quoi. Donc, Mais on peut aussi parler de la musique. La musique, c'est... ouais. J'ai fait 10 ans de clarinette, donc de la musique classique, et quand on commence à faire de la musique classique, un bon instrument, c'est... tu regardes... ma clarinette, par exemple, coûtait 2 000 €. Si on veut une bonne clarinette basse, c'est presque le prix d'une voiture, c'est 10 000 €. Mais ça, par exemple, dans la musique, par contre, bon, même si les élites, tu vois, genre, forcément, ça a un coût financier, il y a aussi beaucoup
une question de géographie. C'est-à-dire que, je vais prendre en exemple ma dernière relation avec mon ex. J'ai fait presque 10 ans de musique dans ma vie aussi, et j'ai été à un grand conservatoire, donc super, il était juste à côté de chez moi. Mon école primaire proposait des cours en liaison avec, c'était génial. Et donc j'ai grandi un petit peu avec ce milieu musical qui me plaît énormément. Et plus tard, j'ai rencontré donc mon ex aujourd'hui, et qui m'a dit que finalement, il était un petit peu énervé, parce que... Enfin, pas énervé, mais il trouvait ça injuste que la ville d'à côté ait eu accès à ces choses-là, alors que lui, pas du tout. Parce que par exemple, lui, dans sa ville, il avait la chance d'avoir un petit aérodrome dans lequel il pouvait passer le brevet de pilote. Donc ça va, ça reste une bonne compensation. Mais ce que je veux dire, c'est que selon là où tu habites et là où tu grandis, tu auras même, enfin, ce qui paraît logique, pas le même parcours de vie que quelqu'un d'autre, mais tu n'auras pas les mêmes chances. Parce que si tu nais près d'un conservatoire, ou là où, je sais pas, où la musique est très réputée, où il y a beaucoup d'artistes, un milieu très vivant, etc., ou plus dans un milieu, je sais pas, scientifique, je sais pas, tu grandis près d'un hôpital à côté de Descartes, enfin ce que tu veux, forcément tu seras plus poussé à faire ça, tu vois. Mais finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas accès à ça depuis petit, et si tu veux, genre, là où t'habites, là, genre clairement la géographie, ça permet à l'élite de se reproduire plus facilement. À une certaine élite, bien sûr, parce qu'il n'y a pas une élite. Mais pour rebondir sur la musique, effectivement, comment dire ça ? Pour moi, ça a changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec l'évolution qu'on a eue, des technologies, les téléphones, les studios, des choses comme ça. Aujourd'hui, tu peux partir en autonome. Tu peux partir, mais c'est un coût terrible. Je suis d'accord. Regarde le prix de bons micros ou même d'une session d'enregistrement que tu veux t'offrir, c'est super cher. Bah en vrai, aujourd'hui, je suis pas d'accord. Parce que en fait, ce qui se passe par là, ce que je veux dire par là, c'est que je vais prendre l'exemple du hip-hop, du rap. Le rap aujourd'hui, tu peux réussir à ne pas être dans un studio, à sortir des sons sur des plateformes, parce que aujourd'hui on passe aujourd'hui par des plateformes, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était obligé de passer par un studio pour ensuite avoir un label. Tu peux te faire ça un petit peu tout seul. Ensuite, après, sortir des disques que le label va vendre avec le commerce et la pub. Ouais, mais par exemple, tu vois, genre rien que pour faire du mixage ou autre, t'as quand même besoin d'un minimum de matos. Enfin après, honnêtement, je connais pas du tout les prix, je me suis pas forcément intéressée à ça, mais tu vois, genre il y a un minimum. Et puis au-delà de ça, ça prend du temps. Donc ça veut dire que est-ce que tu mets tes études de côté du coup ? Et tu essaies de te plonger à fond dedans et de te dire bah, vas-y, on tente tout et on met tout là-dessus. Tu vois, genre il y a du risque. Ouais. Mais ça, après, aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus de possibilités pour les enfants aussi de s'y mettre, parce qu'il y a les... Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais les classes CHAM qui proposaient... C'était des classes CHAM, Donc des cours horaires aménagés des cours horaires aménagés musique, et dans certaines CHAM, si le prof était vraiment branché... musique électronique, il apprenait le mixage aux élèves. Ouais, mais encore une fois, ça, tu vois, il y a des écoles dans lesquelles il n'y a pas de classe CHAM. Ah, mais parce qu'il y avait des CHAD aussi, de classes danse, des classes de sport, de natation, des CHAD. Tu vois, ça commence mais ça arrive vraiment de plus en plus enfin, en tout cas, dans l'ordre. Moi, je sais que... Ouais, ça se démocratise un petit peu, quoi. Ça s'est démocratisé, mais après, c'était aussi des envies des enseignants et des équipes pédagogiques. Mais parce que faire de la musique, finalement, c'est aussi apprendre une certaine idée en société. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, genre, une question comme ça, hein, est-ce que vous pensez que genre, la musique, ça devait être enseigné à tout le monde, en dehors des classes CHAM et tout, genre qu'il y ait une petite heure dans la semaine où on t'apprend do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on t'apprend la clé de sol, la clé de fa, et on te permet d'avoir accès, je sais pas, à un instrument, par exemple. On me dit, bah vas-y, t'essayes. Totalement. Parce que c'est un coût, hein, bien sûr. Hein, c'est hyper cher. Moi, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais... Après, le problème de la musique, c'est... on recommence sans cesse et sans cesse, on refait des gammes, etc. Parce que il faut. Ah non, mais c'est ça. C'est comme quand t'apprends à lire. Hein, au bout d'un moment, tu lis le livre, t'es obligé. Mais en fait, il faudrait. C'est les écoles démocratiques qui, finalement, un élève arrive dans cette école-là et décide d'apprendre ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, au moment qu'il le souhaite. Et à côté de ça, il y a des enseignants qui permettent, en même temps que l'enfant travaille sur un sujet qui l'intéresse et qui le passionne, à son âge, en même temps, ils lui apprennent à lire, ils lui apprennent à compter, ils lui apprennent les choses importantes pour qu'il puisse continuer, mais en même temps, il ne fait qu'apprendre des choses
qui l'intéresse. Et c'est l'inverse d'une école de l'éducation nationale où il y a un programme à tenir qui est généralement impossible à tenir pour les enseignants. Je le vois avec ma mère qui est prof de français et qui regarde les programmes tous les ans et qui dit mais comment est-ce que je peux leur faire presque 500 ans d'histoire littéraire, mais en même temps il faut faire théâtre, poésie, roman tous les ans. Ouais. C'est assez compliqué. Et donc là, que ce soit l'élève qui vienne chercher ce qu'il veut et en plus du coup, il est sûr d'être intéressé, il apprend des choses sur un truc qui l'intéresse et en même temps et donc il peut peut-être plus se développer et on sort un peu de cette reproduction et de ce langage scolaire dont je parlais au début. Puisque c'est vraiment l'élève qui vient chercher ce qu'il veut savoir. Ouais, en fait, le fait d'essayer un petit peu tout quand t'es enfant, ça permettrait aussi de casser cette élite, tu vois. La curiosité, ça fait tout. Hein. Même en reprenant l'exemple de la famille, je sais pas, de médecins, qui finalement, les enfants faits de médecins, si ça se trouve, petit, même si ils voient que ça à la maison, ils n'entendent que ça autour d'eux, parce qu'au bout d'un moment, c'est des sujets de discussion qui reviennent, peut-être que de lui-même, il va se faire bah non, mais en fait, la musique, moi, c'est ce qui me fait kiffer. C'est pas de découper des gens. C'est ce qui m'est arrivé avec l'art. En fait. C'était quand ? Alors, ça, c'était au collège. Ok. Au collège, j'ai suivi une option qui s'appelait Histoire de l'art. Ok. Mais avant ça, je voulais juste dire que avant que je fasse cette option-là, ma vision de l'art était juste un tableau avec des fruits. C'est pas fou, quoi. Une nature morte. Voilà, c'est pas incroyable. Les natures mortes. C'est beau, les natures mortes. Moi, j'aime bien les natures mortes. Pour moi, c'est facile à faire, quoi. Ah, c'est facile. Voilà. C'est où, un petit coup de crayon voilà. et puis on est parti. Mais grâce à cette option qui s'est passée, en fin de compte, j'ai appris l'histoire de l'art. J'ai appris pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça, le temps qu'ils devaient faire et ce que ça donnait comme... T'as vu l'envers du décor, en fait. C'est ça, en fait. Et c'était pas juste des fruits. C'est pas juste des fruits. C'est pas juste des fruits. Et ça m'a permis d'aimer quelque chose que je pensais pas aimer. Et je pense que ça peut être partout. Que ce soit dans la musique, que ça soit dans... Et je pense que plus on teste des choses... Alors bien sûr, des choses qu'on va pas aimer, ça c'est sûr. Hein, mais plus on teste des choses, plus on peut être curieux et plus derrière on peut trouver ce qu'on veut réellement. Alors, puisqu'on est quand même dans une optique de critiquer un peu l'élite malgré tout, tu vois, alors, surtout que le monde de la culture en général, c'est un monde très access à des gens qui sont un petit peu plus aisés, malheureusement. Tu vois, parce que même les musées, aujourd'hui, il y a beaucoup de musées qui sont gratuits, il y a eu le pass culture pour certains, et c'est une super chance, tu vois, pour ceux qui essaient de se dire, vas-y, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, et enfin, on me donne un petit peu d'argent. C'est une très très bonne chose. Mais tu vois, genre, ça reste quand même un milieu qui est fermé. Et dans le sens où, même moi, tu vois, genre j'ai découvert tard, tu vois, même si mes parents m'emmenaient dans des musées et tout, vraiment apprécier ça a mis du temps, tu vois. Mais aussi parce qu'il faut une certaine pédagogie pour le musée. Ouais. Quand on emmène un enfant juste aux Beaux-Arts et qu'on lui montre... c'est un chevalet, mon enfant. Ou même les grandes reproductions de la Renaissance, enfin les grandes œuvres de la Renaissance qui présentent des thèmes mythologiques. Enfin, moi, pendant très longtemps, j'ai trouvé ça extrêmement ennuyeux. Ouais. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait devant mes yeux, et parce que j'avais pas la culture nécessaire, c'est vrai, mais surtout, comme Nils, en fait, je comprenais pas du tout, je comprenais pas ce qu'on me montrait et ce qu'on voulait me faire voir. Ouais. Après, moi, tu vois, genre, comme ça, dans mon expérience personnelle, je crois que c'était en CM1, on m'avait emmené dans un petit musée genre de ma ville, et on avait montré juste vraiment 2-3 tableaux, et on nous avait demandé de prendre notre tableau favori, et on nous avait mis à disposition des pinceaux et des couleurs. Et on avait vraiment une petite toile, hein, genre c'était un tout petit truc. Et on devait essayer de le reproduire au maximum. Et en fait, c'était un petit peu dans la logique de nous faire essayer de peindre et de nous faire découvrir le travail que ça prend. Et donc moi, en sortant, j'avais fait un truc terrible. C'était moche, honnêtement. Il était immonde, mon dessin. Ça ressemblait pas à l'original. En vrai, j'étais assez fière. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait « Regarde, maman, voilà mon truc !» Et c'était ce tableau. Parce qu'on avait le nom du vrai tableau avec l'artiste, dont je ne me rappelle absolument pas. Et en fait, si tu veux, c'est pas à ce moment-là, je dirais pas là, parce que c'est pas non plus un déclic fou dans ma vie d'avoir essayé de peindre. J'avais déjà essayé de peindre dans ma vie. Mais il y avait un petit peu la notion d'implication et de temps que tu mets dans quelque chose qui s'était un petit peu insinué dans mon esprit. Je ne m'étais pas plus penchée sur la question, et aujourd'hui par contre quand je regarde un tableau je me fais waouh, c'est incroyable, même si je ne sais pas à quoi fait référence le tableau.
Mais tu vois, genre ça par exemple, c'est aussi dû au fait que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir un musée et d'avoir une école qui m'a permis de faire cette sortie, tu vois, genre c'est pas toutes les écoles n'ont pas forcément les moyens et tous les parents qui cotisent souvent pour ces écoles n'ont pas pareil les moyens de payer ces sorties. Mais ça, on oublie souvent que c'est essentiel, que l'art est essentiel pour chaque humain. Et je critique pas les gens qui disent que c'est pas essentiel. Y a des gens qui peuvent pas, parce qu'en fait ils ont pas le temps, ils ont d'autres choses à gérer, que ce soit leur loyer à payer, des choses comme ça, à travailler, ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres soucis à régler. Et du coup, ils ont pas le temps. Je pense que ils ont vraiment pas le temps de pouvoir faire des choses que d'autres peuvent faire grâce à une situation économique ou sociale. C'est encore le truc de la classe sociale qui revient, hein, c'est la Et, position. et c'est ça. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il y a une idée de reproduction, que ça soit des élites ou effectivement des classes populaires qui effectivement n'ont pas accès à des choses parce que c'est pas parce que pour eux c'est pas essentiel ou parce qu'ils peuvent pas et ça c'est une mentalité qui se répète sans cesse et qu'il faut briser en fait mais il faut trouver des solutions à ça. C'est au contraire inviter les gens à oser et inviter les gens à rêver. C'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez y aller. C'est pas interdit d'essayer de s'initier à d'autres champs auxquels on n'aurait pas pensé, en fait, apprécier. Moi, je prends, par exemple, très souvent ce cas-là, mais moi, l'année dernière, en cours de cinéma, ma prof, pour une colle, m'a donné le film de John Ford, qui est sorti en 1940. C'est loin. C'est loin, c'est long, c'est très vieux. Et qui est donc son adaptation des Raisins de la colère. Et c'est un film que moi, que j'ai compris, que j'ai apprécié de façon technique, parce qu'on m'a enseigné, et parce que j'ai pris un plaisir véritablement technique devant ce film-là. Mais par contre, moi, je me suis ennuyé profondément devant le film. Et c'est intéressant, parce que, oui, alors moi, j'ai pas apprécié, mais ça m'a rendu curieux de voir ce qu'avait fait autre que ça John Ford, parce qu'il est surtout connu pour avoir fait des westerns, par exemple. Et moi, ça m'a rendu vraiment curieux, et ça m'a intéressé d'aller les voir. Ah, c'est bien, c'est super. Mais en fait, c'est ça, je pense. Parce qu'on t'a donné l'accès. Et parce qu'on m'a donné l'accès, et en fait, on m'a donné en même temps la clé, l'accès, et l'envie et une certaine curiosité d'aller toucher un peu à tout. Moi, perso, j'ai 2 choses à dire là-dessus. La première, c'est que malheureusement, en vrai, ce serait bien que l'État ait quand même vachement un rôle là-dedans, tu vois, de donner accès à une certaine culture ou à des cours précis, etc., à des enfants. Mais aussi, il y a les parents qui jouent un rôle super important. Ça fait quelque temps que je garde des enfants, et il y a l'une des familles que je garde, dont les parents exercent de bons métiers, honnêtement. Ils ont une bonne classe sociale dans le sens où ils ont assez d'argent pour vivre correctement, etc. Et en fait, les parents sont très très ouverts d'esprit et ils encouragent leurs enfants à leur parler de toute curiosité, toute passion qu'ils auraient. Et là, très récemment, l'aîné de la fratrie, un petit garçon du coup m'a dit moi ça m'intéresserait vraiment de coudre, ça me plairait trop d'avoir une machine à coudre et tout. Donc je l'encourage, parle-en à maman, le Père Noël va peut-être passer, super, et puis un jour je t'apprendrai s'il faut, si on a le temps, super. Et en vrai, le fait d'avoir vu ça aussi, tu vois, genre dans une famille concrètement et sur des enfants, tu vois, parce qu'un enfant qui se développe, c'est incroyable. Je m'ébahis devant la poussée de croissance des enfants et le développement intellectuel qu'ils ont. Mais puisque, tu sais, genre à un certain âge, t'as pas peur vraiment d'essayer et de te tromper, tu vois, genre c'est pour ça que je trouve ça hyper important, un peu comme ce que vous avez dit, de faire ça très jeune. Parce que t'as pas d'a priori ni de préjugés sur ces milieux et juste tu vas te lancer. Parce qu'encore aujourd'hui, tu vois, genre par rapport à la reproduction des élites, on a ce truc de... Il y a quand même l'aspect financier qui rentre en jeu dans beaucoup de nos trucs d'études. Tu vois, genre par exemple, le cinéma est un milieu très dur. Et tu vois, genre si tu te lances dans le cinéma, déjà, ça a un prix, tu vois, d'avoir du matos. D'avoir du bon matos, il faut s'y connaître. Et ensuite, il faut du temps. Et tu vois, genre en parallèle, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui doit se dire, bon, je dois payer mon loyer, je dois payer le matos, et je dois trouver du temps en plus pour mener à bien mes projets, les monter, les publier, faire les démarches qu'il faut, tout, tu vois. Ça prend un temps considérable. Et mine de rien, c'est pas donné, tu vois, genre encore à tout le monde. Après, pour rebondir sur ça, la bonne nouvelle que je trouve aussi sur l'audiovisuel,
déjà c'est nous, là, actuellement. Actuellement, on fait un podcast ensemble. On est là. On est là, on est à la Sorbonne. Yay. On vient de partout la France. Et on a accès à un matériel qui est vraiment respectable. Ouais, totalement. Et en fin de compte, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde peut le faire, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut oser rentrer dans des lieux qui sont ouverts à tous. Ouais, même qui leur sont lointains en soi, mais il faut tenter. Faut tenter, et même si, quel que soit l'âge, qu'on ait 20 ans, 30, 40 ou même 10 ans, l'idée c'est vraiment qu'il y a des services qui sont accessibles à tous, qu'il faut les connaître bien sûr, et aussi, je veux aussi dire quelque chose par rapport à la technologie. La grande nouveauté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a toutes les connaissances du monde sur Internet. Ah ouais, ça Ce c'est qui dingue. n'était pas le cas avant. YouTube pour les cours, ça nous sauve, mine de rien. C'est vrai. Petit cours de compta, là, tu vois, ça va être bien. Et vraiment... Yvan Monka, RPZ. C'est vrai. On l'aime. On t'aime, Yvan. Cette ressource de données, de possibilités grâce à des connaissances, moi je trouve qu'il y a de l'espoir dans la possibilité que tout le monde puisse, quel que soit le niveau, quelle que soit la classe sociale, quelles que soient les idées qu'on a, notre façon de penser, puisse évoluer et changer. Ah, on est sorti un petit peu de la vision pessimiste, ça y est, on a réussi. Il y a de l'espoir, les mecs. Mais en fait, il y a de l'espoir si on décide de donner accès et de donner les clés et surtout de laisser les gens être curieux. Pour conclure, pour mon idée, et par rapport à ces discussions-là qu'on a eues ensemble, sur l'élite, sur la reproduction des élites, effectivement, l'élite pour moi ne va jamais partir, il sera toujours là. Et c'est pas mauvais, hein. C'est-à-dire que avoir des stars, des gens qui nous poussent à faire des choses, c'est toujours bien. Alors effectivement, moi par contre, ce qu'il faudrait briser, c'est effectivement des métiers, des secteurs qui sont toujours entourés par les mêmes personnes. Ça, effectivement, faudrait quand même briser ça et pousser pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Mais il faut pas en plus se leurrer que l'élitisme sera toujours là, et c'est pas non plus un problème. Pour ma part, il faut avoir un consensus entre l'accès à tous et l'élitisme. Et toi, Pierre ? Et donc, pour moi, l'élitisme, après cette discussion-là, de toute façon, je pense vraiment que, oui, effectivement, l'élitisme ne disparaîtra pas, parce que de toute façon, l'élite va tenter de conserver sa place, parce que à partir du moment où on a des privilèges, c'est difficile de les perdre. Faut quand même s'en rappeler ça. Et ensuite, oui, faut être un maximum curieux, être un maximum à tenter le plus de choses, à chercher, quand bien même on peut se chercher pendant très longtemps, au bout d'un moment on trouve sa voie. Et je pense que pour un peu nettoyer notre petite société de cette idée de oui, bien on est tous faits pour quelque chose et on le trouve tout de suite, c'est faux. Et faut donc faut un peu de temps. Faut du temps, et c'est pas parce qu'on fait pas partie de la haute société et au bout d'un moment on se dit tout le temps en fait il faut pas se laisser abattre et se dire j'y arriverai jamais et je pourrai jamais faire ce rêve. Ou alors je voyais une amie récemment qui me disait mais moi j'aurais adoré pouvoir un jour porter une robe d'un grand créateur. Et je lui dis pourquoi ça ne pourrait pas t'arriver, on n'a que 19 ans. C'est vrai, la vie n'est pas encore finie à 20 ans. La vie n'est pas finie, donc on peut continuer. Ce que tu dis. T'as vu ? Il y a de l'espoir. Donc du coup, il y a un peu d'espoir quand même. On va tous pouvoir porter des robes un jour de créateur. Ouais. Même si je suis un peu nihiliste et que je me dis que ça bougera pas trop. Moi, quant à ma relation avec cette reproduction des élites, je reste quand même sur une touche assez pessimiste, on va dire. J'ai ce truc de, pour moi, créer une élite et dire qu'il y a une élite, même si malheureusement je trouve qu'il y en a une, c'est rendre inférieur d'une manière ou d'une autre sur certains critères une catégorie de population, et je trouve ça pas dingue dans l'évolution de la société.
Mais c'est sûr que dans certains milieux, avoir une petite élite, c'est bien. Ça permet d'enseigner, ça permet d'avoir la petite figure de sage dont tu avais parlé, Pierre, plus tôt. Et ouais, c'est sûr, de toute façon, ça permet aussi une certaine transmission de savoir. Mais par rapport à ce que tu as dit un petit peu plus tôt, Pierre, sur le fait d'être curieux et tout, il y a un dernier facteur qui s'y ajoute, qui reste quand même le regard des autres. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer, au-delà des facteurs économiques, géographiques, ce que vous voulez, qui n'osent pas se lancer à cause du regard des autres. Bon, il faut savoir s'en défaire de soi-même, mais aussi si vous avez des proches dans votre entourage qui souhaitent découvrir un nouveau milieu qui diffère totalement du vôtre, n'hésitez pas à les encourager, il faut les encourager, parce que c'est des épreuves et des changements de vie qui effraient tout le temps. Comme, je sais pas, une réorientation pendant les études, on a l'impression que toute notre vie va changer alors que ce n'est qu'1 ou 2 ans, rappelez-vous. Les études, c'est pas grave si on les finit à 27 ans, c'est pas grave si on les reprend à 42, et c'est pas grave si on n'en a pas fait à 58 ans. Tout va bien. On peut très bien s'en sortir. Et donc voilà, pour moi, je pense que et pour nous, je pense en général, que l'une des premières façons de lutter contre cette reproduction des élites, c'est de s'encourager les uns les autres. Petite touche positive de la fin, c'est de s'encourager, d'être curieux et de se laisser porter. N'ayez pas peur de vous casser la gueule quelque part, on va pas se le dire. N'ayez pas peur de vous tromper, on pourra toujours recommencer et aucune porte ne se ferme. Pour apprendre, il faut se tromper. Il faut se tromper. C'est la tromper. seule solution. Mais après, j'aime beaucoup cette phrase qui est de dire que si on passe pas par la porte, on passera par la fenêtre. C'est tragique ça. C'est terrible. C'est-à-dire que si on nous laisse pas rentrer au départ, on trouvera toujours un moyen. Parce que c'est... Bon, j'aime bien cette image finalement. Elle est bien cette image, c'est juste que quand tu l'as dit comme ça, elle est pas top. Ouais, on dirait... ouais, elle avait une autre signification quand je l'ai comprise la première fois. Un petit peu plus sombre, mais soit. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite discussion vous aura tous et à toutes plu. Que vous avez passé un bon moment, parce que nous, oui, ça a été super sympa. On a vraiment bien vibe là. Et on vous invite bien sûr à regarder tous les autres podcasts de Télé Sorbonne. On va les écouter plutôt. Ah oui, à les écouter, c'est bien. Après, vous pouvez regarder votre écran pendant 1 heure ou moins, bien sûr, vous pouvez, mais plus sympa si vous faites autre chose entre-temps. Enfin bon, à la prochaine pour un nouveau podcast de Télé Sorbonne. Salut. Salut.